Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Ici je parlerai de séries. Je parlerai d'une série au travers de son premier épisode, comme ça je vous spoilerai pas trop et je vous montrerai pourquoi cette série est intéressante. Et à côté, je ferai des critiques de séries plutôt à chaud, où ce sera un format plus léger à regarder. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler de la série Flash Forward. Alors Flash Forward, c'est un peu l'exemple de la série qui avait tout pour marcher, et pourtant, après un pilote qui a plutôt bien fonctionné, s'est écroulé en termes d'audience. Elle n'a duré qu'une seule saison et a été diffusée de septembre 2009 à mai 2010. Le concept de la série est que l'humanité, tous en même temps, vont avoir une vision très courte de son avenir, 2 minutes et 17 secondes précisément. La série est une adaptation du livre du même nom, écrite par Robert J. Sawyer. Elle a d'abord été développée par HBO, mais la chaîne estimait que la série aurait plus de chances de marcher si elle était diffusée sur une chaîne plus grand public. J'adore quand même HBO reconnaît eux-mêmes qu'une série où il n'y a ni sexe, ni violence, ni guerre, ça a très peu de chances de fonctionner chez eux. Ils revendent les droits à la chaîne ABC, qui à ce moment-là diffusait la dernière saison de Lost, et donc cherchait un successeur à cette série. On comprend que cette série les a intéressés car comme dans Lost, Flash Forward a un gros mystère et une enquête pour tenter de la résoudre. Alors, parlons du pilote. L'épisode s'ouvre sur un homme qui se réveille dans une voiture retournée. Après s'en être extirpé, il cherche quelqu'un pendant qu'il découvre le chaos régnant autour de lui. On ne comprend pas vraiment ce qu'on regarde là, mais découvrez quoi? C'était un Flash Forward. Je suis désolé, mais on va déjà s'arrêter ici. Je suis pas trop pour l'utilisation de Flash Forward en début d'épisode. Un bon Flash Forward à mon sens, c'est de nous montrer une scène, donc sans contexte, qui fera que la lecture de cette scène sera erronée. Et quand on reverra cette scène dans l'ordre chronologique, notre lecture de la scène changera. Par exemple ce qu'il y a dans le pudding de Catch Me If You Can. Sauf que là, tout ce qu'on a, c'est un accident. Notre lecture ne changera pas. Ça restera toujours un accident. En plus maintenant, les Flash Forward sont devenus un argument marketing. On nous montre tout de suite la scène, on manque le climax pour qu'on soit direct accroché à l'épisode, et puis après on en revient en arrière. Alors ça fonctionne, hein, mais c'est purement artificiel. Bref, nous reprenons l'histoire 4 heures avant et on nous présente le personnage de Mark, travaillant au FBI, marié avec enfant. T'es nul comme mari, je te déteste. Je te déteste aussi. Oh, vos gueules! Sa femme, travaillant à l'hôpital, appelle un interne, Bryce, qui est absent. On découvre celui-ci qui est à la plage et qui se prépare à se suicider. Ambiance. On nous dévoile ensuite que Mark est un ancien alcoolique et que son parrain, Aaron, a perdu sa fille militaire pendant une opération. Depuis, il préfère fuir les relations, comme les rencarts qui essaient de lui arranger Mark. Les infirmières, ça me fait flipper. Si tu la vois, c'est pour un rencard, pas pour un lavement. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas ça, mon truc? Ah ouais, le beauf, quoi. Mais pas le temps de niaiser, Mark passe après à la surveillance d'une méchante dame avec ses collègues Dimitri et Janice qu'on nous présente. Mais pas de bol. On s'est fait griller, ils foutent le camp. Et une course commence. Brass s'apprête à se suicider, la femme de Mark se prépare à opérer, et Aaron d'échanger son petit fusible, et... On découvre Mark dans son bureau, buvant et réfléchissant devant un paperboard, ma foi des plus fournis, avant de voir des personnes armées devant lui se cacher et... se réveille. Putain, j'y crois pas les gars, vous nous avez fait un flash forward d'à peine 8 minutes. J'ai regardé d'après la timeline, il y a à peine 8 minutes qui se sont écoulées entre l'intro et cette scène. Vous avez tellement pas confiance en votre série que vous êtes obligé de faire un flash forward de 8 minutes. Donc, Mark et nous redécouvrons le chaos, il prend de la hauteur pour constater que globalement, c'est un peu la merde. On peut même voir qu'il y a des CGI qui ont tellement mal vieilli que ça choque les personnages, tellement qu'ils font un fort raccord. Bah oui, regarde, ils sont seuls avec un corps, cut sur l'avion, cut après sur eux, ils sont debout, il y a même plus de corps. Bryce se réveille aussi, il n'a plus très envie de se suicider. Mark se met à courir comme dans les années 2000, avant d'apprendre que le phénomène est global et est arrivé partout dans le monde. Pour l'instant là, sa femme reçoit un enfant aux urgences. C'est bon, conduisez-le en traumato. T'inquiète pas mon grand, tout ira bien. On sait, Olivia. Comment tu connais mon prénom? Ah ok, c'est un peu flippant. Pendant qu'Olivia est en train d'opérer le fameux enfant qui connaît son prénom, et oh bordel, ça vous dirait de mettre des masques pendant que vous opérez? Au FBI, ils essaient de débriefer l'événement, et Mark parle de la vision qu'il a eue. Un instant avant, j'étais en voiture. Et soudain, j'étais ailleurs. Oui, c'est pareil pour moi. Pour moi aussi. C'était comme si je me remémorais un souvenir. Sauf que c'était pas un événement passé. C'était le futur. Et tous ont eu une vision de la même date, le 29 avril, 6 mois dans le futur. Le souci de cette vision, c'est qu'elle est donnée sans contexte, les personnages ont été spectateurs dans leur propre vision sans comprendre le pourquoi du comment ils sont arrivés là. Un collègue de Mark qui dans sa vision s'est vu avoir une réunion avec une femme qu'il connaît, demande donc à cette dernière s'il a eu la même vision que lui, et elle le confirme, et il a eu la même vision. Ce qui est intéressant parce qu'on aurait pu avoir l'hypothèse que chacun voit un futur différent, une vision d'un futur possible, mais pas forcément certain. Là, ils disent, tout le monde a le même futur en commun. Pendant que Dimitri et Mark essaient de reconstituer le paperboard présent dans la vision de Mark, Dimitri lui avoue qu'il n'a rien vu pendant qu'il était inconscient. Il énonce la possibilité que s'il n'a eu aucune vision... Parce que dans 6 mois, il se pourrait que je sois mort. On y reviendra sur ces gens-là. Hein. Pas les Asiatiques, hein. Les gens qui n'ont pas eu de vision lorsqu'ils étaient inconscients. De son côté, Bryce explique à Olivia que s'il n'a plus envie de se suicider, c'est parce qu'il croit avoir reçu un signe de Dieu.
Idée qui est illustrée par ce plan, et qui dit que ses visions sont une bénédiction. Idée qui est contrebalancée par la babysitteuse qui dit que Pour moi, c'est Dieu qui a fait ça, pour nous punir. Mark parle à Aaron de ses doutes sur sa sobriété vu qu'il s'est vu sous pendant sa vision. Sa femme lui a dit que s'il replongeait dans l'alcool, elle le quitterait. Aaron lui parle alors de sa vision. Lui a vu sa fille, censée être morte au combat depuis 2 ans, bien vivante devant lui. Cette scène nous montre donc 2 personnages qui réagissent de 2 façons différentes à leur vision. Tu crains que ta vision se réalise? Moi, j'ai peur qu'elle ne se réalise pas. Mais c'est pas fini pour les révélations de Mark. Une fois rentré chez lui, Olivia lui annonce ce qu'elle a vu dans sa vision. Elle était avec un autre homme qu'elle ne connaît pas, venait de coucher avec lui. Ça va, chérie? Bref, les visions dans ce couple, hein, c'est pas la joie. D'ailleurs, le père de l'enfant qui a sauvé Olivia arrive et oh, surprise, c'est le fameux tome de sa vision, on s'en serait pas douté une seule seconde. Plus tard dans la soirée, la fille de Mark lui offre un bracelet. Oh, c'est mignon. Oui, sauf que ce bracelet était dans sa vision. Ce bracelet est donc le premier domino pour la suite des événements et qui commence à indiquer le caractère prémonitoire des visions et installer leur destin. L'épisode se termine sur Janice et Dimitri qui découvrent les images de la vidéosurveillance d'un stade pendant le blackout, nous montrant parmi la foule inconsciente quelqu'un, qui n'est pas inconscient, marchant parmi la foule endormie. Qui est-il? Pourquoi il n'est pas inconscient alors que tout le monde l'est? Qu'est-ce qu'avait Bryce pour dire que c'est un signe de Dieu? Et qu'est-ce qu'avait la babysitteuse pour dire que c'est une punition? Eh ben il faut regarder la série pour savoir ça. Déjà, il faut savoir que la série prend une trajectoire bien différente de celle du roman. Par exemple, dans le roman, les gens ont une vision de 21 ans plus tard. Là où dans la série, on est sur 6 mois. C'est Lloyd, le père de l'enfant, le personnage principal et à travers lui qu'on raconte l'histoire. Là où la série oriente plus le point de vue sur Mark, qui n'a pas l'air d'exister dans le livre. Oui, je dis n'a pas l'air parce que j'ai pas lu le livre de roman de base. De toute façon, vous le saurez pour les prochaines fois, je ne lis rien. Avant de vous parler de mon avis sur la série, il faut quand même que je vous parle de ceux qui la composent, à la fois derrière et devant la caméra, parce que il y a des choses à dire. Elle a d'abord été showrunnée par Mac Guggenheim et David S. Goyer, avant qu'ils partent tous les deux à quelques mois d'intervalle. David S. Goyer, c'est un mec qu'on ne présente plus trop, il était scénariste pour pas mal de films, mais il est surtout connu pour avoir bossé avec Nolan sur Batman Begins et le Dark Knight, et avec Snyder sur Man of Steel et Batman vs Superman. Après, il a aussi écrit des daubes, genre ça. Et Mark Guggenheim, putain, faut qu'on en parle. C'est un mec qui a d'abord bossé chez DC et Marvel où il écrit des histoires pour Aquaman, Wolverine, Blade ou Flash. Flash Forward était sa première série en tant que showrunner. Après son départ de la série, il est parti bosser en tant que scénariste sur Green Lantern. Sans commentaire. Ensuite Percy Jackson. Ah bah oui, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Il a finalement retrouvé le succès critique quand il a adapté avec 2 amis le personnage de Green Arrow dans la série Arrow. Acteur, nous avons Joseph Fiennes pour qui c'était sa première série en tant que premier rôle. Maintenant on le connaît plus pour son rôle de commandant dans la série de la Servante Écarlate. John Cho, qui est un acteur qui partait de loin. Rappelez-vous quand même que c'est un acteur qui s'est fait connaître par ça. Mais qui après a su jouer dans un registre beaucoup plus sérieux. Bon, déjà dans la série Flash Forward, mais aussi avec le reboot de la saga Star Trek par J.J. Abrams, où il jouait la nouvelle version de Sulu. D'ailleurs en 2018, il a plus dans Searching, un thriller qui se passe entièrement via des écrans d'ordinateur ou de portable, que je vous conseille fortement. Il y a aussi Sonia Valger, qui jouait Penelope Widmore dans Lost. Ah bah tiens, coïncidence? Et Dominic Monaghan qu'on découvre dans l'épisode suivant et qui a joué dans... Non mais si vous avez besoin que je vous explique dans quoi Dominic Monaghan a joué, si vous avez eu ni enfance heureuse, ni adolescence heureuse. Du coup c'est triste. Le générique quant à lui est simple et repose sur l'idée du concept de la série, nous montrer un bref instant de l'épisode par une ouverture sur le nom en question sans contexte avant de se refermer. Bien sûr l'instant montré change à chaque épisode, simple mais efficace. Ce que j'aime bien avec cette série, c'est qu'elle aborde des thèmes universels. Déjà, sommes-nous libres? Sommes-nous libres de nos choix? Sommes-nous libres de nos désirs? Est-ce que nos désirs et nos actions n'ont pas été dictés à l'avance par Dieu ou en tout cas une entité supérieure? Il y a le personnage de Janice que j'ai évoqué. Elle nous dit qu'elle ne veut pas d'enfant et qu'elle n'en a jamais voulu. Mais une fois qu'elle a sa vision d'elle qui la montre enceinte et heureuse de l'être, subitement, tout change. Elle se met à se questionner sur sa propre volonté d'avoir un enfant. A-t-elle vraiment envie d'avoir un enfant parce qu'elle le veut ou parce qu'elle s'est vue heureuse de l'avoir? Le personnage de Mark soulève une autre question. Est-ce que ce n'est pas en essayant de fuir notre destin que nous le provoquons plus facilement? D'ailleurs, j'aime bien la dynamique entre lui et Aaron. Les deux essaient de forcer le destin, mais pour que l'un, sa vision se réalise, et l'autre, qu'elle se ne réalise pas. On parle aussi de foi ou de spiritualité. Le personnage de Bryce, il n'a plus aucune envie de vivre jusqu'à ce qu'il ait une vision de lui heureux, qui lui redonne de l'espoir. L'espoir qu'un jour, il puisse accéder au bonheur. Il va entamer toute une quête qu'on peut facilement comparer à celui qui entame un pèlerinage pour trouver une communication directe avec sa spiritualité. Il y a aussi une partie de la population mondiale qui, comme Dimitri, n'a pas eu de vision pendant le blackout, et qui suppose donc qu'il leur reste au maximum 6 mois. Je dis suppose car ce n'est jamais vraiment confirmé dans la série. Comme dit Mark, ça veut peut-être dire qu'à ce moment-là, dans 6 mois, tu seras en train de dormir. En tout cas, pour une partie de la population, cela les pousse à se regrouper, former une caste et à se livrer à toute forme de jeu très dangereux, comme la roulette russe, et simplement lever toute forme d'inhibition dans des soirées où presque tout est permis. Car oui, si même vous pensiez qu'il vous reste au maximum 6 mois à vivre, est-ce que ça serait pas le bon moment pour faire tout et n'importe quoi? Mais il y a quand même des choses qui me dérangent dans cette série, mais ça se repose principalement sur son concept. Il me parle d'une série.
Tout le monde, toute la population, s'est endormi pendant 2 minutes et 17 secondes. Ça a causé des millions de morts. Et pourtant, ça crée pas un fort traumatisme chez les personnes. Je vous rappelle que dans l'épisode, ils disent ça. Si vous faites perdre connaissance à l'ensemble de l'humanité durant 2 minutes, quel est le nombre de victimes? Combien d'accidents de voiture? Des avions sont écrasés à Los Angeles. Combien y en a-t-il eu dans le reste du pays, le reste du globe? La direction de l'aviation a parlé de 827 appareils rien que pour les États-Unis. Vous pourriez me répondre, oui, mais ils peuvent prendre leurs voitures, leurs avions, leurs trains, leurs transports, tout en gardant une forme de traumatisme. Et je vous répondrai, oui, mais comment le savoir? Ils en parlent pas. Si on veut qu'un traumatisme existe, il faut le montrer, il faut en parler, il faut qu'elle existe dans la diégèse. Là, comme personne n'en parle, à part Janice, elle dit une phrase en un épisode, elle n'existe pas. On a l'impression que ça va pas poser de problème à personne, que tout le monde tombe inconscient. Je veux dire, elle est où la peur que ça réarrive? La série est tellement occupée à développer les personnages et à développer l'enquête qu'elle oublie même de développer le traumatisme qu'a laissé le truc. Parce que je suis désolé, une expérience comme ça doit laisser un traumatisme. Et aussi, j'ai un gros problème avec un phénomène mondial et ne suivre que l'enquête américaine. Je veux dire, c'est à toute la planète qu'il est arrivé le bail. Et pourquoi on ne suit que l'enquête américaine? Pourquoi on ne suit pas une enquête menée par plusieurs pays conjointement? Je veux dire, on aurait pu avoir pas mal de thèmes sous-jacents rajoutés sur la série. La collaboration mondiale, la rétention d'informations entre certains pays, limite la parano qui continue entre la Russie, les États-Unis et la Chine pour savoir qui a causé le blackout. Mais non, on a l'impression que tout le monde s'en bat les steaks de ce qui s'est passé, à part les États-Unis qui mènent une enquête. Et en plus, le FBI. Au début, la saison devait comporter 13 épisodes, et ABC a forcé en cours de production pour qu'il y ait finalement 22 épisodes. On comprend ABC parce que du coup, avec une série de 22 épisodes, il n'y avait pas besoin d'en chercher une autre pour compléter sa grille de diffusion. Mais ce choix aura des conséquences. Déjà, le showrunner Mark Guggenheim, il s'est barré, et la production s'arrêtera 2 semaines, le temps de réécrire certains épisodes pour que tout colle ensemble. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça se voit. Ça arrive plusieurs fois pendant la saison qu'on suit le déroulé de l'enquête, et là, bam, ça s'arrête pendant 1 ou 2 épisodes, et on ne suit plus qu'un personnage, sa vision, et sa réaction face à sa vision, et comment elle a changé sa vie. Il y a même des intrigues secondaires qui deviennent principales, comme la quête par exemple de Bryce. Comme je vous disais, la série n'a pas convaincu les téléspectateurs. Le pilote a enregistré environ 12 millions de téléspectateurs aux États-Unis, et après n'a jamais cessé de perdre de l'audience. Le dernier épisode a fait 4 millions de téléspectateurs, soit un tiers du premier épisode. Je trouve ça dommage. La série a un bon concept, des beaux personnages, mais des fois le rythme se perd. Et comme je dis, il y a un problème à avoir fait un blackout mondial. Ils auraient fait un blackout à l'échelle des États-Unis, et uniquement des États-Unis, ça me serait allé. Mais le problème d'avoir créé un blackout mondial, et que ça crée plein d'incohérences avec son développement. D'ailleurs, si vous voulez regarder la série, elle est présente sur Disney+, au moment où j'enregistre cette vidéo, et sinon, vous pouvez la trouver pour 10 € ou moins cher sur des sites comme Le Bon Coin ou sur Vinted. Mais je vous la conseille quand même. Bref, c'est dommage pour cette série parce que vraiment, à mon sens, elle aurait mérité au moins une 2e saison pour voir où ils voulaient en venir. Sachant que la série s'arrête avec un cliffhanger putassier, ça vraiment on déteste. Bref, si cet épisode vous a plu, merci de liker, commenter, abonner, vous connaissez la chanson, et à bientôt pour parler d'une autre série.